D'être là avec nous. Bienvenue à Raw Material Company, qui est un centre pour l'art, le savoir et la société. C'est une initiative qui s'articule autour du commissariat d'exposition, de l'éducation artistique, des résidences, la production de théories et du savoir et de la documentation de la théorie artistique et de la critique d'art. L'espace œuvre à la croissance et l'appréciation de la créativité artistique et intellectuelle en Afrique. Le programme est transdisciplinaire et se nourrit de la littérature, du film, de l'architecture, la cuisine et la mode. Donc, avec le projet Multicapazat, on est à la croisée de la France, l'Inde et la Guadeloupe et l'Indochine. L'histoire de Nathalie Baïrak est un carrefour de géographie dont sont chargés de ses premiers souvenirs qui reflètent ceux de ses parents et de toute une génération venue s'installer en France. Ils font écho à l'histoire de leur descendance et à la souffrance de la coupure de transmission avec les racines qui met en évidence la complexité de la construction identitaire. Cette résidence de production, comme une autre étape de son voyage, permet la rencontre entre les recherches et réflexions de l'artiste, la pratique de Raw Material Company, sur fond d'une réflexion sur la transdisciplinarité artistique. Et pour ce programme, qui s'intitule S'enraciner, lecture performative sur la question de l'ancrage, nous avons Nathalie Baïrak, Aïcha Dem et Yuman Baoulé Assegon, Delphine Boyce, Nadia Kopogo et Gaël Leroy. Ce programme s'intitule S'enraciner, s'étant créé sur un écho de l'histoire de Nathalie au niveau interpersonnel à travers l'identification universelle que suscite la lecture de son parcours. Il plonge dans les récits de femmes de différentes générations en créant ainsi un dialogue interculturel. Nathalie rassemble un groupe de femmes qui composent son intimité comme un kaléidoscope reflétant une pluralité de processus de nidification. À cette occasion, le public sont également invités à lire les extraits de textes en lien avec la thématique de l'enracinement. Cette soirée de lecture propose d'initier une réflexion sur la transmission des histoires personnelles qui nous est inspirée par le concept déracinement du poète et commissaire Chris Cyril. Donc, on a déposé quelques publications de livres autour pour vous inviter à y participer. Après la participation de Nathalie et ces magnifiques femmes qui sont là présentes avec nous. On va encore vous fatiguer un tout petit peu avant que ça commence parce qu'on va vous présenter les merveilleuses personnes dont on s'est entouré pour ce programme. On les remercie d'être là aujourd'hui, on remercie Nathalie pour la confiance aussi. Et je vous présente ma collègue qui s'appelle Naïf Filike, qui est commissaire au programme à Raw Material Company. C'est toujours un exercice un peu sensible, mais il faut qu'on s'y plie, n'est-ce pas? Je m'appelle Fatima Bintora Saksi, je suis aussi commissaire d'exposition et j'ai l'honneur de grandir et de mûrir avec ces merveilleuses jeunes femmes dans ce magnifique espace que Koyoko a créé en 2008. Donc merci. Je vais vous présenter Eyuman, Delphine, Gaëlle, Nadia et Aïcha. Et puis si je suis un peu essoufflée, je te demanderai de prendre le relais, je sais. Donc, Eyuman est ingénieure, chercheuse, cinéaste et fondatrice de Bâtisseur. Je ne vais pas lire le amateur Eyuman, n'est-ce pas? Et ensuite, donc Bâtisseur qui est un écosystème pour concevoir les futurs du continent africain à partir du Sénégal. Elle développe des projets pour la transformation des économies africaines et des projets de territoire pour réinventer nos manières d'habiter la terre. J'ai ouï dire qu'elle faisait un film du côté de Ndayane. Eyuman est diplômée de l'université de Grenoble en ingénierie du développement territorial avec un focus économie et sud, ce qui l'a conduit à travailler pendant une quinzaine d'années dans le domaine de la coopération internationale, en France, au Burkina, au Sénégal, au Bénin et à Haïti. Dans sa pratique actuelle, ses travaux sont guidés par la recherche des éléments constitutifs d'une éthique africaine de la vie, qui nourrirait la conscience de la raison, d'être humain au cœur de l'univers et
révolutionnerait l'élaboration de nos manières d'être la terre et de vivre le peuple, des préoccupations qu'elle apprend à explorer par la création cinématographique. Delphine Beuys est une commissaire d'origine belge qui vit sur le continent africain depuis 18 ans. Elle est diplômée en communication de l'art et titulaire d'un MBA en gestion culturelle et marché de l'art. Elle poursuit des études en philosophie à Montpellier et est doctorante en sociologie de l'art à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle a été membre de l'école doctorale des ateliers de la pensée en 2022 et enseigne à l'ISAC, UCAD. Sa thèse porte sur les trajectoires de l'art contemporain visuel à Dakar, héritage et injonction, et les constructions sociales qui influencent sa production et principalement sa diffusion. Donc, le début de sa carrière est marqué par un intérêt pour l'espace public en vue de promouvoir le dialogue avec les communautés et un meilleur accès à l'art contemporain. Elle a collaboré avec de nombreuses organisations sénégales et à l'international et a fondé 2 organisations pour soutenir les artistes émergents. Elle est ici depuis 2018 et elle fait partie de l'équipe curatoriale de la 14e Biennale de Dakar et a rejoint Rome comme commissaire des programmes en 2022. Et depuis, elle fait aussi de merveilleuses choses à Rome. Merci. La directrice de l'agence d'ingénierie culturelle Siri Ouro, c'est Aïcha Dlem, c'est notre grande sœur. Aïcha, tu as porté le flambeau pour beaucoup d'entre nous. C'est vrai que Koyo, c'est la grande sœur, mais tu as été quand même extraordinaire et tu l'es toujours. Donc merci pour ce que tu fais. Elle est reconnue pour son travail de promotion des artistes africains et de valorisation de la culture africaine. Elle est engagée depuis près de 15 ans à mettre en lumière l'art et la culture en Afrique et contribue au développement des industries culturelles et créatives sur le continent. Elle est impliquée dans de nombreux projets culturels locaux et internationaux et a collaboré entre autres avec l'UNESCO, Matidio, la Biennale de Dakar, l'Union européenne, Oxfam, j'en passe, et des meilleurs. Elle est considérée comme une entrepreneure culturelle avec un engagement fort pour soutenir la scène locale. Elle est la cofondatrice aussi d'Agenda Dakar, qui a été un outil incroyable pour chacun d'entre nous, et qui fut la première plateforme web sénégalaise entièrement consacrée à la promotion de l'art et de la culture au Sénégal. Et elle a cofondé, et elle est la première présidente du conseil d'administration de la Fondation panafricaine de musique, Pan-African Music in Africa. Et elle est surtout l'auteur du livre Dakar Mille d'artistes, projet développé en collaboration avec les éditions Malika et qui donne lieu à une superbe exposition à Partec au Point. Merci Aïcha. J'y suis presque. Alors, forte d'une expérience managériale dans la grande distribution en France, au sein du groupe Monoprix, Nadia Kokoko se lance dans l'univers de la gastronomie à travers la co-création de Tableau Benali, un des premiers services de traiteur événementiel spécialisé dans la cuisine à profusion à Paris en 2014. Elle est parallèlement chef de rang chez Suma, un restaurant semi-gastronomique japonais, et fait ses armes à la maison Poisson. Elle est à Dakar depuis l'automne 2017 et elle lance Table Pana avec son premier dîner carte blanche au mois d'avril 2019. Elle est curatrice culinaire, consultante et chef de projet gastronomique. La vision de Nadia est de contribuer grâce au projet Tableau Pana à l'émergence d'une scène gastronomique vibrante et inclusive, valoriser ainsi toute la chaîne de valeur des producteurs locaux aux chefs talentueux en offrant des opportunités de développement économique et social dans et avec les communautés. J'y suis. Alors, Gaëlle Leroy est réalisatrice de documentaires, elle est historienne de formation et elle a réalisé Quand les lions mangent le coq, un bon souvenir pour chacun d'entre nous. Cameroun, autopsie d'une indépendance, The Red Wave. De retour à Dakar, depuis 2011, elle participe aux activités audiovisuelles, éditoriales et panafricaines du mouvement Y'en a marre pendant 10 ans avant de réaliser à partir de ses 10 années de tournage un long-métrage documentaire. Depuis 2017, elle coordonne le parcours, manifestation annuelle et collective d'espaces d'art contemporain et d'art visuel, avec un mapping déambulatoire par quartier de dizaines d'entités culturelles professionnelles de Dakar. Gaëlle Leroy a fondé Aïssa Productions au Sénégal en 2023. Non, Also Productions. Merci, désolée. Afin de post-produire son long-métrage documentaire Afriki, on a hâte, Gaëlle, n'est-ce pas, et d'y développer des projets artistiques et audiovisuels à partir de Dakar. Elle s'intéresse aux narrations qui présentent d'autres récits du monde, notamment à partir de l'Ouest africain,
avec celles et ceux qui essaient d'imaginer d'autres modalités du vivre et du créer ensemble. Bravo mesdames. Last but not least, c'est Nathalie Weyrack. Alors, Nathalie est comédienne et directrice artistique depuis 1995 et s'est produite régulièrement sur les scènes nationales françaises et internationales. Originaire de l'Inde et de la Guadeloupe, née à Bordeaux, elle s'est installée à Paris de ses débuts pour se former auprès de grands metteurs en scène comme Feu Philippe Adrien et Feu Sotigui Kouyaté. À leur côté, mais aussi auprès d'autres metteurs en scène, elle a interprété différents répertoires allant de la tragédie grecque à Shakespeare, les classiques français au théâtre contemporain, d'auteurs français, caribéens, africains, australiens, et a continué à se former auprès de coachs français, canadiens et américains comme Alexandre Del Perugia, Neil Shell, Bernard Hiller, Bob McAndrew ou encore Yves Siou Durand. En 2019, elle lit les essais politiques de Aimé Césaire au Panthéon. À la demande des nouvelles éditions Place, joue la pièce Dernier Rivage de Daniel Keane, mise en scène par Hassan Kassi Kouyaté, dont elle coproduira la représentation dakaroise avec sa compagnie La Lune Nouvelle, fondée en 2018 à Dakar. En 2022, elle joue dans la pièce de Guy Régis Junior, L'amour tel une cathédrale en Sévélie, aux ébrunes d'autonomes des francophonies à la Limoges et à la mythique Katoucherie de Vincennes. Sorry for my pronunciation. Pièce qui reçoit en 2023 le prix du syndicat de la critique. Dans cette même année, fait partie du casting du film Syrah de la réalisatrice Apolline Traoré, meilleur film à la Berlinale, section Panorama, étalon d'argent au FESPACO 2023 et meilleur film au World Cinema Amsterdam. Elle a reçu la Sana Award de la meilleure actrice au Kenya en 2014. Alors, sans pour autant tarder, mesdames, on vous laisse... Mon père a changé ma vie avant ma naissance. Il l'a rendue meilleure avant qu'elle ne germe et éclue. Sciemment, avec courage et bravoure, avant que je ne la goûte et m'en délecte jusqu'à la vie. Mon père m'a offert plusieurs vies de femme. Je suis Aïcha, fille de Hafsa, fille de Mariam, fille de Moussoundine, fille de Djila, héritière d'une longue lignée de femmes fortes, de grandes royales. Mais je suis aussi la génération de transition, celle de la passerelle, du pont, celle des horizons infinis, de l'ouverture qu'apporte le savoir, les lettres, l'éducation. Mon père a choisi de quitter le village, sa famille, ses terres, ses vaches, pour venir s'installer en ville afin de mettre ses filles à l'école, parce que le savoir est sacré et parce qu'il faut aller le chercher jusqu'en Chine. Des 5 filles, je suis la dernière, dans un cocon familial merveilleux et aimant. Kodé, la dernière. Kodé Kosal, la crème sur le lait caillé, la crème de la crème, les mots d'amour de chez nous. Le combat fut rude pour en arriver là. À ma naissance, tout était enfin stable, entre deux mondes, entre deux cultures, la terre et le ciel, les racines et la cime. D'un village traditionnel d'érudits, de conservateurs, à la grande ville, l'école, les livres et l'infini qui s'ouvre à nous, il en a fallu du chemin, des sacrifices, beaucoup d'amour, mais des pieds solidement ancrés. Oh, le sacrilège de mettre une jeune fille à l'école du blanc. Oh, blasphème, ce ne sont que des filles. Ceux qui ont lu l'aventure en début connaissent la suite de l'histoire. Partir avec la colère des siens, réapprendre à vivre, mais porter toute sa culture, toutes ses racines,
dans son âme, dans son cœur et dans son ventre. Le ventre de ma mère est le plus riche du monde. Je l'ai traversé, mon dernier défi, en baignant dans le flot de ce qu'elle a, qu'elle ne pouvait pas, en baignant dans le flot de ce qu'elle ne pouvait pas porter dans ses valises, mais qu'elle a porté dans ses tripes. La langue, les contes, les chants, les plantes, le savoir traditionnel, les traditions, les histoires. Le ventre de ma mère est le plus riche du monde. Il a porté tout ce qu'il pouvait pour ne pas tout laisser. Que n'a-t-elle pas laissé pour nous rejoindre dans notre monde? Que n'a-t-elle pas laissé pour que je puisse écrire aujourd'hui ce texte et m'asseoir devant vous, parler une langue qui n'est pas la mienne, mais que tout le monde peut comprendre, tout en sachant me retourner et parler celle de mes ancêtres, pour que je puisse vaser d'un monde à... C'est bon? Pour que je puisse vaser d'un monde à un autre avec aisance, de la case du chef de village au bureau du ministre. Aller chercher le savoir jusqu'en Chine. Alors la lignée des grandes royales a continué ailleurs, en France, en Inde, en Allemagne, en Gambie. Mes sœurs ont donné naissance à d'autres filles. Un festival polyglotte qui se retrouve chaque année à la maison, à chaque vacances, mais peuvent communiquer grâce à un dénominateur commun, le poulard, notre langue maternelle. Où que nous soyons, le village nous habite. Où que nous soyons, le village nous habite. Mon premier geste quand j'y arrive est de me déchausser pour sentir la terre et sentir mes ancêtres. C'est le point d'ancrage pour mieux se lancer à l'assaut du monde et pour noyer jusqu'au vertige dans le tourbillon culturel. Je vois la vie de mes cousines, la vie de mes sœurs. Chez nous, il n'y a pas de cousines, il n'existe que les sœurs, les filles de mes mères, les filles de mes pères. Nous avons grandi ensemble. Je vois la vie que j'aurais eue. Le mari à 16 ans, grand-mère à 30, les chants, les travaux domestiques, les rires sous le manguier, le soir de pleine lune, mais aussi les accouchements dans la case, les pertes d'enfants, les maladies compliquées, les maris autoritaires. Elles me font de la peine, pourtant elles sont heureuses. Elles sont heureuses en réalité. Elles sont heureuses et je leur fais de la peine dans ma vie trépidante de femme indépendante. Pour mes sœurs du village, une femme sans mari ni enfant ne saurait être heureuse. Je suis une femme heureuse. Je suis une femme multiple. Je suis une femme plurielle. Entre racines et cimes, entre terre et ciel. Je suis Aïcha, fille de Hafsa, fille de Mariam, fille de Moussondi. Je suis la sœur de Nathalie. Ensemble, nous tissons les liens pour achever l'inachevé. Merci. Merci. La maison est un départ, le changement est un commencement. Parler d'ancrage pour moi est un exercice complexe. Je plane un peu. On me dit souvent que le haut et le bas de mon corps ne communiquent pas beaucoup entre eux. Ça m'a valu quelques chutes, certaines spectaculaires, d'autres un peu plus minables. En tant que passante, j'ai longtemps réfléchi à la question de la maison. Qu'est-ce que c'est et où est la maison pour les personnes en situation transitoire et impermanente? Je ne me permettrai pas de parler au nom des personnes qui vivent des crises, forçant la migration à la recherche d'un monde qui devrait leur offrir refuge.
Je repars juste de ce que je connais, de ce que j'expérimente, à travers les choix qui ont été les miens. Cette question, elle m'a longtemps taraudée. Alors, je l'ai d'abord posée à d'autres. Et les réponses à une interrogation somme toute si simple et si banale se sont avérées tellement émouvantes que j'ai dû m'en éloigner un peu, tant elles commençaient à me grignoter. Je ne sais pas si je voudrais rentrer un jour. Pour aller où? Bien sûr, il me manque. Mais je ne me reconnais plus en eux. Et je ne m'y retrouve plus éthiquement ni politiquement dans la terre qui m'a vu naître, ni nulle part ailleurs dans le monde, du reste. Je ne sais pas où je voudrais mourir, où je voudrais que mes cendres soient répandues. Je ne sais pas si l'acte de faire chez soi passe par l'achat ou la possession. J'aimerais bien cultiver un jardin à moi, mais je suis fondamentalement et philosophiquement contre l'idée de posséder la terre. Au fur et à mesure, cette question qui avait grandi comme un nénuphar à l'intérieur de moi a muté. C'est en observant les tisserands au Sénégal que j'ai commencé à réfléchir au processus de nidification. Par quels moyens pourrais-je transporter mon nid avec moi? Comment puis-je le créer et le recréer indéfiniment? Comment je fais famille? Comment je fais combat? Il y a cette phrase de Toni Morrison qui dit que la maison est l'endroit où l'on résiste. Mais si je pars sans cesse, alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Agnostique, la foi m'a longtemps fait défaut pour répondre à mes doutes. J'aurais tellement aimé croire que le voyage ne s'achève pas un jour. Et puisqu'il doit s'achever, comment fait-on pour laisser des traces? Nombreux sont les auteurs qui ont écrit sur ces questions d'ancrage et de maison. De Césaire à Senghor, en passant par Damas et Baldwin, sans oublier Glissant, Achebe, Soyinka, Thiongo, et j'en passe. Et puis il y a les femmes, Angelou, Diom, sans compter notre chère Mariam Abba, dont je cite une si longue lettre, où elle parle de sa Soufou Djoudou, sa terre-mère. J'ai grandi les pieds nus dans le sable. Mes regards erraient à l'infini sur les plages sans bornes. Les vagues massaient mon corps d'enfant. Les vents du large me gavaient de leurs odeurs salées. Je respirais le large, la mer et ses tumultes. Je vais maintenant vous lire un texte. Que j'ai écrit il y a 7 ans, avant d'être obligée de quitter la Tanzanie que j'ai tant aimée. Il a été écrit pour l'exposition Home, littéralement la maison, ma dernière avant d'arriver au Sénégal. Je l'ai relu il n'y a pas si longtemps et j'ai trouvé qu'il était toujours d'actualité, en regard de la thématique de l'intimité développée par Nathalie et de celle de l'hospitalité que nous allons cultiver pendant le symposium de décembre. Le foyer est un départ, le changement est un début. Par essence, nous ne sommes pas nés pour vivre enfermés dans une seule identité. Et d'une certaine manière, l'idée du moi est une illusion. Car la construction de notre personnalité évolue au fil des rencontres pour devenir une synthèse de ce qui a été donné, reçu, épris ou parfois enlevé. Mais si nous enlevons le débat, en réalité, ce que nous appelons identité n'est pas essentiel si nous sommes tous des passants. Pour les enfants, la curiosité est innée et doit être nourrie tout au long de la vie. Rien ne devrait entraver la volonté de connaître et de découvrir. Mais en grandissant, les ruptures et les préjugés commencent à freiner l'envie de s'aventurer vers l'inconnu et vers l'imprévu. C'est comme si quelque chose de puissant et d'effrayant inhibait notre volonté d'aller vers quelque chose de différent, alors que rien n'est aussi constant que le changement. La migration et ses flux sont des métaphores du voyage intérieur vers l'autre, dans la construction personnelle du soi. Une culture, comme un individu, évolue et s'enrichit naturellement au contact des autres. Mais plus on ferme les frontières, plus les gens s'installent. Plus on les ouvre, plus on libère la circulation naturelle des migrations et la possibilité de s'élever. Mais nous devons être conscients de la complexité de notre modernité, car vivre avec les autres suppose des origines partagées dans la vulnérabilité.
Cette vulnérabilité doit être comprise comme un moyen de tisser des liens et de créer des solidarités, et non de diviser. L'histoire qui nous a été donnée repose sur des ignorances, des oublis, des échecs et des manquements. Il nous faut maintenant résoudre toutes ces discontinuités et ces brèches pour créer un monde commun qui, aussi fragile et précaire soit-il, dépend de la volonté, du choix, de l'imagination, de la créativité de l'humanité. Malgré les manifestations croissantes de protectionnisme, de nationalisme et de racisme, il n'y aura toujours qu'un seul monde. Nous sommes tous des parties intéressées, prenantes. Et il est temps de redéfinir ce qui est commun entre nous. Je suis, tu es, nous sommes des voyageurs perpétuellement en chemin. Nous ne savons pas quand nous arriverons. Le changement est notre maison. Le changement est le commencement. Et la réalité de notre nouvelle communauté, avec le même destin, vaincra le culte de la différence. Moi aussi, je voudrais bien imaginer Sisyphe heureux, mais notre monde est de plus en plus complexe. Pardon, j'ai un peu mal au monde en ce moment. Et si nous n'avons pas le monopole du désespoir, nous essayons d'avancer, même quand les vents sont contraires, avec nos espoirs. Notre sincérité et notre chagrin en étendard. On apprend, avec le temps, à le prendre comme il est, le monde et ses regrets. Continuer. On continue. Nathalie, on continue. Merci Nathalie. D'où tu viens? Impossible réponse. D'où vis-tu est le titre d'une exposition dans la multitude du off du mode biennale. Dakar, Dakaroise. Port, ville atlantique, transatlantique, artistique, tiaroy, multiculturel, refuge, asile, réponse simple. Spatialité et fragments s'y superposent en couches multiples. La mosquée s'installe dans le commissariat de la République, qui lui a recopié l'espace de la cellule de la répression coloniale à la vue de tous, exposant les raflés de la dernière nuit à l'entrée d'un bureau où les enfants iront laisser leurs empreintes numériques pour leurs papiers d'identité ou de voyage. Murmure et chuchotement, souffle. En Mongolie, en tournage, j'ai vu des yourtes, c'est-à-dire des huttes, plantées en bas des immeubles désertés. Les habitants avaient fui les appartements après le départ des soviétiques pour installer leurs habitats originels, petits détours. Ils ne sont que quelques millions d'habitants à parcourir des plaines, steppes, déserts immenses, encadrés par la Chine, la Russie et son ancien empire. Ils ont l'obsession de la préservation de leur population et de leur culture, de la pureté de la race, était mon sentiment, alors qu'ils évoluent entre ces deux grands empires. En Mongolie revient toujours l'histoire de la tache bleue, en bas du dos à la naissance. Cette histoire est sans cesse racontée pour souligner la réalité du peuple endogène. J'entendais pureté de la race comme défense, comme protection de ces poignées de nomades, descendants de l'empire de Genghis Khan et coincés entre deux superpuissances. 3 mois plus tard, de retour en Europe, je raconte cette histoire de tache bleue en bas du dos à la naissance. Ma mère s'exclame alors que je suis née avec cette tache bleue, qu'elle m'a emmenée inquiète chez le pédiatre, qui lui a dit « ce n'est rien, ça va partir, c'est la tache mongole ». Emily Dickinson, à secours poète, sans titre, ressemblant comme les autres à une liste. Chacun, suprême idéal, doit accomplir, soit, à travers la prouesse solitaire d'une vie qui se tait. Elle disparaît pour mieux voir. Je ne suis personne, qui êtes-vous? N'êtes-vous personne aussi? Alors nous sommes deux. Chut.
Et je voudrais finir là aussi par Toni Morrison, où en réalité la postface de Zadie Smith, le récitatif de Toni Morrison, que j'encourage tout le monde à lire. Zadie Smith le résume comme ça. Récitatif réalise dans la fiction... Alors attendez, parce qu'il n'y avait plus d'encre. Récitatif. Récitatif réalise dans la fiction, celle dotée tous les codes raciaux d'un récit concernant deux personnages de races différentes pour qui l'identité raciale est cruciale. Et Zadie Smith continue en analysant la prose de Morrison. Pardon. Pour finir sur Nathalie. Voilà. Donc, elle réalise cette œuvre. Je refais la phrase peut-être pour savoir d'où on parle. Celle dotée tous les codes raciaux d'un récit concernant deux personnages de races différentes pour qui l'identité raciale est cruciale. Je laisse Zadie Smith développer. Elle dit ici, pour bon nombre de gens, nous aboutissons à une impasse, à une voie sans issue. Si la race est une construction, où va la noirceur? Si la blancheur est une illusion, que reste-t-il donc tirer fierté à un pauvre sans perspective d'avenir? Je crois que le cerveau de beaucoup de gens cale vraiment à ce stade, mais Morrison avait un cerveau plus gros, Nathalie aussi. Bonsoir à tous, chère Nathalie. Alors, le clan. Il n'y a pas de clan sans enracinement. Il n'y a pas d'enracinement sans territoire. Clan, louve, meute, protection, territoire. En Centrafrique, un clan, un bloc m'a vu naître et grandir. Ce clan m'a enraciné, nourri, élevé dans l'amour et la sécurité. Sécurité et protection. En France, le clan a pris la figure maternelle. Derrière cette figure, tout ce que le clan m'avait transmis restait ancré. Migration. Un territoire d'origine arraché à un nouvel enracinement ailleurs. La figure maternelle a permis d'élargir ce territoire au-delà des mers et des mers, même de la terre centrale. Parce que les mères ont été multiples. Germaine, la grand-mère, douce et aimante. Je lui ai fait voir de toutes les couleurs. Mais je ne me souviens pas d'une seule réprimande. Tantine Dani, Mamalia, Ida, Aline, Tantine Chantal, Mama Colette et tant d'autres. Je ne sais pas si cette figure maternelle a pris le recul nécessaire pour se rendre compte qu'elle portait à elle seule le visage et la force du clan. J'espère qu'elle le savait, j'espère qu'elle le sait encore. Elle incarnait cela par le fardeau que portent ceux et celles qui arrivent à partir. Le poids de devoir soutenir ceux qui sont restés. Construire un nouveau territoire, au-delà du fardeau, au-delà de la douleur, de la distance, au-delà de la violence solitude. Sans le clan, rester loin derrière, un mirage que l'on aperçoit parfois dans une cabine téléphonique avec une carte à code. Grandir, se forger une nouvelle identité, dans un nouveau territoire. Un nouveau clan est né, ou peut-être que le clan s'est agrandi. Mon frère, ma sœur, mes amis d'enfance, les livres, la bibliothèque, les professeurs du collège République à Bobigny, le 93, ma terre a grandi. Devenir femme, un autre clan est né. Sandrine, André, Christy, Séval, une autre banlieue. Les années passent. Devenir mère, Adrien, Charlie, Gabin. Les années passent. L'appel de la terre centrale est sans appel. Mais cette terre centrale n'est plus, elle est autre. Un autre territoire s'est dessiné. Dakar. Dakar qui me choisit. Je choisis la terre africaine, panafricaine. Parce que je suis chez moi, en Afrique. Peu importe la langue et les coutumes. Je suis chez moi sur cette terre-mère. Le clan se forme, les racines s'ancrent et se souviennent. D'autres figures féminines se dessinent, prennent place, agrandissent le clan. Ce clan me porte, me fait renaître, me nourrit, me fait grandir. Autour d'amour et de sécurité. 4 décennies plus tard, comme au commencement.
Naître et vivre dans un monde artificiel. Une réalité façonnée par d'autres dans un élan meurtrier fait de domination et de prédation. Naître en étant dépossédé des pouvoirs de s'identifier, de se nommer, de se situer, de définir sa manière d'être au monde et de faire société. Habiter piteusement cette vie et ce monde en étant assigné à la place des moins que rien, à la place de celles et ceux dont le salut ne réside que dans l'effacement de soi pour s'assimiler, se diluer et puis disparaître sous les traits de la civilisation dévoreuse de tout. Malheur. Le malheur, dans son orgueil, se croit toujours plus fort, parce qu'il ignore ce qui vient après lui. Mais la terre, dans sa sagesse profonde, sait que sa surface sera encore plus fertile après la fureur de l'éruption volcanique. Et le jour, c'est ce qu'il doit à la nuit. Cette nuit où, dans un souffle vertigineux, un corps se laisse tomber dans le vide pour se fracasser en toute sécurité sur le sol, pour libérer sa vie et sa destinée d'un carcan misérable, étroit et douloureux. Guérir, pour mourir dans la grâce et renaître Eyuman. Bleue dans le noir cosmique, planétarienne dans l'univers, continuum d'Equamoito, déesse incrinée, incréée, issue de l'océan primordial et qui engendra le monde, les êtres et les entités. Héritière de l'intégralité des pouvoirs rattachés au principe féminin, descendante des civilisations Congo et Ekan, de part et d'autre de l'Atlantique, en passant par les Caraïbes. Incarnation du pouvoir de mettre fin au cycle de vie pour ouvrir le cycle. Incarnation du pouvoir de mettre fin au cycle de mort pour ouvrir le cycle de vie. Joie. La joie d'incarner ensemble, ici et maintenant, le triomphe de la vie sur la mort. Merci. Je me pose là. Je me dépose là, sous le regard des ancêtres, parce qu'il s'agit d'eux en moi et de moi en eux. Petite fille noire dans une banlieue de Bordeaux, nommée Eysines. Je regardais le monde. Je regardais les arbres du monde. Je marchais un pas après l'autre vers le chemin de l'école. Je voulais jouer. Je voulais m'amuser. Il faudra le regard de l'autre pour comprendre que petite fille noire, on ne pouvait pas me donner la main, on ne pouvait pas jouer avec moi.
Je méritais les crachats. Je méritais les coups de poing. Je méritais de m'appeler négresse ou sale négresse, c'était encore mieux. Je méritais de m'appeler Noiraude. Je méritais de m'appeler Danette au chocolat. Je méritais d'être attendue dans un coin pour qu'on me coupe mes cheveux de laine parce que la maîtresse disait que c'était des cheveux de laine. J'ai marché ainsi toutes les premières années. Ce n'est pas une victimisation, c'est un fait. Ça s'est réellement passé comme ça. Il n'y avait pas moyen de se percevoir belle, de se percevoir existante, d'imaginer un espace où ça pourrait être en paix. Chemin retour vers la maison. Une violence. La violence d'un couple. L'Inde. La Guadeloupe. Ça se frotte. Ça pique. Ça cogne. Ça fait mal. Ça parle tamoul, ça parle créole. Ça parle français. On se réveille. Chemin retour vers l'école. 17h, chemin retour vers la maison. Sur le chemin, il y a les arbres, il y a les oiseaux, il y a les grappes de raisin, les vignes. Cueillir le raisin même quand il n'est pas mûr, le saisir, avaler l'amertume. Et puis un jour, il faudra aller au lycée, aller à Bordeaux, aller dans la grande ville. Et dans la grande ville, il y en a d'autres comme moi. Ce n'est plus le village enfermant, c'est la ville. Ça donne un air de respiration. Ça ouvre des possibilités. Tiens, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui viennent faire corps, études. Ils arrivent de loin, du Gabon, du Bénin, du Cameroun, du Sénégal. Ils arrivent et ils partagent une terre, des terres. Ils me rendent envieuse. Je ne sais pas où est ma terre, je ne sais pas comment elle s'appelle encore. Je ne suis pas de là, je ne suis pas de là, je ne suis pas de là. Je n'ai pas trouvé d'où je suis à ce moment-là. Tiens. Tout cela formera un sang invisible, pas si rouge que ça, parce que un peu transparent peut-être. Un sang qui coule à la rencontre de l'autre. Être aimé, ne pas être aimé, contourner l'obstacle de l'amour, lui faire tordre le cou, ne pas se laisser approcher, surtout pas envers les blessures. Alors fuir, courir, en avant, allez, on y va, on fait. Oh, ben tiens, séduction, c'est pas mal. Allez, on va emprunter celui-là. Juste genre, quoi. Genre, faire genre, quoi, ça c'est pas mal. Alors on va y aller avec faire genre, ça devrait marcher. Hein. Les ancêtres ont donné un petit peu des grands yeux, paraît-il, un petit teint pas trop mal. Allez, ça devrait marcher. On va faire corps comme ça, on va courir dans le monde comme ça. On va courir comme ça va marcher. Et puis finalement, peut-être que pour faire corps dans le monde, si on empruntait la vie des autres, ce serait, je crois, vraiment pas mal. Alors on va aller à Paris. Ben ouais, on va aller à Paris. On va devenir comédienne. Et dans cette fracture
Parce que quand on est Andromaque, on existe. Dans la tragédie de Racine, on existe. J'existe. En étant Andromaque, je peux hurler, je peux crier, je peux définir ma douleur, je peux la rendre tragique, cette douleur. C'est pas la mienne vraiment, mais je peux devenir celle d'Andromaque. Et putain, pourquoi pas Destinée-moi tant qu'on y est. Et bien là aussi, je peux encore me glisser dans ces histoires-là. Il y a bien des frères profonds qui ont dit n'avance pas si vite. Il y a des frères, un grand groupe de frères. Il y en a un qui s'appelle Jules, l'autre Fabrice, et puis il y a Philippe, et puis il y a Issa. Et Issa, il a dit de s'arrêter et de regarder. Mais c'est plus facile de se battre avec lui. Et puis c'est maintenant tout de suite, c'est plus facile de lui tourner le dos. Il s'agissait de ne pas regarder, de ne surtout pas regarder, de ne pas ouvrir les yeux. Il disait que j'étais noire dans le milieu des blancs. Il s'est trompé, je ne voulais pas. Je ne regarderai pas à cet endroit-là. Je suis en train de courir. J'ai mis mon chapeau de séduction, Issa. Alors je vais y arriver, je vais courir, je vais traverser le monde. Et puis, il y a eu Aïssa. Aïssa, on a 20 ans. On est toutes les deux comédiennes. De son nom de famille, on dira Maïga. Elle dit, regarde ce qu'ils font de nous. Regarde les rôles qu'ils nous donnent. Chut, chut, chut. Toi, peut-être toi au cinéma, moi au théâtre, ils me donnent Andromaque. Donc non, je ne regarde pas par là. Je ne regarderai pas. Je ne veux pas voir. J'ai mis des masques pour ne pas voir. Alors ne venez pas me dire qu'il va falloir regarder. J'ai réussi à tout museler. Donc normalement, ça doit tenir, ça doit marcher. Je n'ai même pas mal. Je n'ai jamais eu mal. Alors ne venez pas me renvoyer pendant une seconde à cette douleur. N'est-ce pas, Issa? Pas une seconde. Je n'ai pas mal. Je marche, ça va bien, je travaille, je suis reconnue comme comédienne dans leur culture à eux. Ils me donnent des grands rôles, alors ne venez pas me dire qu'il faut que je regarde. Ça marche très bien. J'y arrive, je joue comme ils attendent que je joue. Je fais la comédienne comme ils ont envie que je fasse la comédienne. Et même ils arrivent à dire que mon front n'est pas bombé. Je n'ai pas le front bombé. Je n'ai pas les lèvres épaisses. Je ne suis pas vraiment noire. Donc ça marche. Ne me dites pas de regarder autrement. D'accord? J'ai trouvé un super pansement. Il tient le coup. J'y arrive. Si vous me demandez de regarder, tout va s'effondrer. Alors non. Ils disent que je ne suis pas complètement noire comme les autres. Alors laissez-moi les croire. Ça doit marcher. J'ai tout fait pour que ça marche. Tout. Sauf les cris du ventre. Ceux-là, je ne les avais pas pris en compte. Je n'avais pas pris en compte que la nuit, ça allait faire mal. Je n'avais pas pris en compte que les ancêtres, c'est pas comme ça. Ils allaient chatouiller les pieds la nuit. Et ils allaient dire, regarde par là-bas, regarde vraiment. Regarde et réveille-toi, s'il te plaît. Regarde. Enlève les masques. Enlève. Je voulais pas. Alors ils tirent les pansements. Ou alors ils me font tomber. Ah, tiens, je suis tombée. Mais non, c'est pas vrai. Je peux en ramasser une fois. Une fois, je peux en ramasser, ça va aller. C'était juste un petit bobo, n'est-ce pas? Hein, c'est comme ça qu'on fait. C'est juste un petit bobo. On peut continuer. Une deuxième chute. Une troisième chute. 4, 5, 6. Et des fils infinis de chutes et des chutes et des chutes et des chutes. Et là, paf! À terre. À terre. À terre. Une fois qu'on est à terre, il n'y a plus rien pour se rattraper. On coule. On coule. On coule.
rencontre la mort. On rentre dans certains tunnels. On s'enivre dans ces tunnels. On essaye de perdre parce qu'il va falloir remettre le silence, refaire taire les voix, taire seulement les hurlements. Et ça ne s'arrête pas, ça réveille, ça ne pardonne pas. Il faudra regarder, il faudra se mettre debout, il faudra saigner et saigner encore. Il faudra rencontrer des êtres qui nous aiment. Il faudra rencontrer des sœurs. Il faudra avoir des frères. Il faudra avoir des femmes qui sont déjà tombées. Il faudra avoir des gens autour qui peuvent entendre la douleur. Il faudra aussi s'allonger longtemps sur un divan. Il faudra bousculer les codes. Il faudra une Aïcha. Il faudra une Delphine. Il faudra une Gaëlle. Il faudra une Nadia. Il faudra une Eyuman. Il faudra une Nounou. Il faudra une Félie, une Fatima. Il faudra un Hamdi. Il faudra une Joël. Il faudra un Issa. Il faudra une Mimi. Il faudra un Alexandre. Il faudra surtout un Alexandre. Il faudra surtout un Alexandre. Il faudra ne pas se battre avec un Alexandre. Il faudra ne pas se battre avec l'amour, ne pas le refuser. C'est tellement plus simple de dire à la moindre seconde qu'on s'en va, qu'on court pour échapper, pour que surtout on ne ressente rien. Il faudra un long chemin pour accepter un Alexandre. Il faudra accepter de devenir mère aussi. Il faudra accepter que ce ventre plein de douleur peut porter la vie aussi, peut l'ouvrir. Il faudra accepter d'être la maman d'une merveilleuse fille trisomique. C'est être rayonnante dans le monde. Il faudra être la maman d'une merveilleuse fille, Ileana, et lui apprendre aussi que le monde n'attendait qu'elle. Il faudra une famille que l'on pose, que l'on construit, que l'on tisse. Et au travers de tous ces murmures, j'apprendrai à faire humanité. Au travers de tous ces murmures, je déposerai les pansements, les blessures, les violences, les cris, les murmures, les hurlements. J'arrêterai de me battre, de combattre, de croire que c'est un combat. Je rencontrerai le souffle ancestral et je répondrai oui. Oui, enfin. Oui. Oui. Oui, je peux être là avec vous ce soir. Oui, on peut se regarder les uns les autres, avec nos blessures derrière nos regards et nos visages, chacun les nôtres. Oui, on a des fragilités communes. Oui, pour arriver à cette page de ce soir, ça n'a pas été si simple pour chacun d'entre nous. Oui, même quand tout était là, il faut quand même se mettre debout, même quand c'est simple, même quand c'est beau, même quand c'est facile, il faut se l'approprier.
ces espaces bruts, quelque chose peut se grandir, se construire et devenir. Merci à ces femmes, cette lignée des Amazones qui porte ce lieu. Merci à ces rayons, à ces cercles. Merci à quelqu'un qui, depuis la petite enfance et qui est dans cet espace, a tenu ma main, a regardé vaciller, mais a continué de tenir ma main pour que je devienne. Il s'appelle Isa. Merci à toi. Merci à toi, Joël, d'être devenue la sœur qui était importante à avoir. Et en dernier mot, toujours, merci à toi, Alexandre. C'était un premier cercle de partage et toute personne est la bienvenue pour lire, pour dire des mots, pour partager, pour lire un texte. Voilà. Le micro peut circuler comme au gré de vos envies. Je vais vous lire un extrait de La parole de négresse de Awachan qui va faire écho à ce que Nathalie a partagé avec nous. C'est un hommage à nos mères. Négresse. La négresse n'est pas seulement couleur. La négresse n'est pas seulement chair. La négresse n'est pas seulement mère. La négresse n'est pas seulement amante. La négresse n'est pas seulement muse. La négresse n'est pas seulement chantée comme amante. Chère amante, chanter comme mère, mère protection, chanter comme couleur, couleur affirmation. Les chansons sur la négresse ne disent point qui est la négresse. Ces chansons nous disent guère ses malheurs, ses joies, ses douleurs, ses espérances, sa vie. La négresse, c'est la vie. La négresse, femme, cela vit. Vie femme, cela vit cela. Avec des combats, des échecs, des victoires. Femme, négresse, force productive, matrice, combattante, cela est. La négresse est. En tout cas, merci beaucoup déjà pour ces échanges. Ça nous a vraiment, on va dire, reconduit avec notre ADN et notre lien conducteur, en fait, qui est justement un cordon ombilical qui ne sera jamais fracturé. Et merci à Parcours de Aïcha, Topoli, Delphine, et puis j'ai oublié les trois autres, excusez-moi. Mais en tout cas, je sais qu'on est tous reliés à notre propre imaginaire, notre propre espoir de survivre et de donner justement espoir à ce multipluralisme, cette façon de pouvoir donner corps à toute cette façon de vouloir rassembler tous nos parcours de vie, nos fractures, notre sensibilité. Et je voudrais juste vous dire que vous m'avez ému aux larmes en fait par rapport à vos parcours. Et merci beaucoup encore. Merci. Моя бабушка родилась и была первая, которая сказала, что ее можно сложить в чемодан. Моя бабушка была самая первая, которая сказала, что ее можно сложить в чемодан.
Моя бабушка была самая первая, которая сказала, что ее можно сложить в чемодан и взять в самолет. Ma grand-mère était la première de toute sa famille qui a dit on peut la plier dans un coffre. C'était elle qui, avec son toute histoire, nous a donné la possibilité de migrer parce qu'elle a fui des nazis très très loin, de l'Ukraine par Azerbaïdjan et Kazakhstan, où elle a vécu avec sa mère. Elle est revenue en Ukraine, où elle a oublié comment parler yiddish. Mais yiddish a beaucoup aidé à apprendre allemand à toutes les filles de la famille. Et quand je suis agrandie en Bavière, c'est un land très conservateur d'Allemagne. J'ai décidé que je veux être française. Et je suis voyagée. Et j'ai appris la France, un peu comme un pays à côté, où je peux fuir de toutes les identités. À l'âge de 21, j'ai décidé de faire l'autostop jusqu'à la Mongolie. Et dans chaque voiture, j'ai demandé chaque personne, est-ce que ça fait un impact de votre vie d'être né ici où vous êtes, ou est-ce que ça fait pas de la sens? Et nous sommes tous sur la terre. Après, j'ai habité dans les yurts aussi. Je suis revenue et la semaine dernière, j'ai parlé avec ma mère en Brésil. Et elle a toujours touché sa tête. Elle a dit non. Comment tu peux maintenant être au Sénégal comme ça? Elle a parlé beaucoup avec ma grand-mère après sa mort il y a 3 ans. Elle a raconté toujours que Daria, elle est beaucoup plus loin que toi maintenant. Merci pour cette soirée et vos mots et cette terre qui nous partage ici. Merci. Je suis devenue mère il n'y a pas très longtemps que ça. Elle est très petite. Et j'ai appris, c'est une fille, j'ai appris quand elle était à moi qu'elle avait toutes ses ovules encore quand elle est dans mon ventre. Ce qui veut dire que quelque part, moi, j'étais déjà dans le ventre de ma grand-mère avant que je n'existe. Et que si jamais elle aura des filles, elles seront déjà, une partie d'elles sont à moi. C'est ça que je voulais partager. Bonsoir à tous. Je voudrais bien partager le poème de Aimé Césaire, La libération du nègre. La négraille aux senteurs d'oignon frit retrouve dans son sang répandu le goût amer de la liberté. Et elle est debout, la négraille. La négraille assise inattendument, debout, debout dans la cale, debout dans les cabines, debout sur le pont, debout dans le vent, debout sous le soleil,
debout dans le sang, debout et libre. Debout et non point pauvre, folle dans sa liberté et son dénuement maritime jurant en la dérive parfaite, et la voici. Plus inattendument debout, debout dans les cordages, debout à la barre, debout à la boussole, debout à la carte, debout sous les étoiles, debout et libre. Et le navire lustral s'avançait impavide sur les eaux écroulées. Aimé Césaire, cahier d'un retour au pays natal, présence africaine. C'est un chant que j'écoutais souvent quand j'étais aux States. Écouter cette chanson était devenu un rituel pour moi, car il me reconnectait un peu à la réalité du pays. Et il disait ceci: lépp dëgg la xanaa nit moo mëtadi da ngay mët ci kaw waaye doo mët ci suuf kon yàlla na yàlla dogal ñu mën a déggoo suñu biir ndaxte àddina noonu la te àddina dafa weesu de jamono ci boppam dafa weesu àddina nag àddina la te dinañu ko bàyyi dem feneen fu dul fii te foofu mooy dëgg ci lu leer kon nañu jàpp waay nañu jàpp lépp ci loxoy yàlla la nekk. C'est la volonté de Dieu, c'est prouve qu'il pense à nous, qu'il soit sanctifié à tout jamais, quant au Timor oriental, d'après les dépêches de l'étranger, que nous avons intercepté grâce à notre puissance parabole. Un génocide est en train de s'y commettre, et il faut faire quelque chose pour l'arrêter. Nous savons aussi que tout le monde était au courant de ce génocide, qui se préparait au Rwanda, ou à Gaza éventuellement, et il ne fallait rien faire pour l'arrêter. Le développement de toutes ces informations, ainsi que d'autres nouvelles à 20h, merci prêt pour la démocratie. Démocratie, quel mot? Le fameux mot. Le timonier a exigé, qui s'est prononcé à chaque programme, dans sa nouvelle politique d'ajustement contemporain. Bien sûr, après qu'il a été glorifié, lui, le grand timonier. Longue vie à notre timonier, à la tête de notre cher et beau pays. N'oublie pas, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, sans oublier mademoiselle, évidemment, le décret qui décrète que tous les fous qui raisonnent et tous les fous qui ne raisonnent pas, donc tous les fous qui doivent être tués sur toute l'étendue du territoire national. Voici quelques mots pour se dire que nous vivons dans un monde de fous. Et nous, humains, nous devons justement sanctifier cette humanité à ne plus finir et à être justement des étrangers les uns que les autres. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci à chacune de vous, Nathalie et Iman, Nadia, Gaëlle, Delphine et Aïcha. Merci pour ce moment vulnérable, un témoignage de votre intimité, de ces relations que vous avez tissées au fur des années. Et c'est vraiment un témoignage qui résonne par rapport à la communauté, l'importance de la communauté pour pouvoir guérir ensemble. So, merci à vous. Et on remercie tout le monde pour leur contribution aussi. C'était pas facile. C'était comme un accouchement. Mais ça s'est fait ensemble. Et on vous invite demain à notre programme public qui s'appelle Guérir, qui se fera avec Nathalie Kenvogoul et Makhoudia Keita, qui sera une discussion pour pouvoir permettre à tout le monde de digérer cette soirée et revenir en force et pouvoir continuer cette conversation. Donc, on vous invite demain à 15h
ici, à Europe. Merci à tout le monde et bonne soirée.